Comment ça va? Oui, ça marche. En forme, oui, content de te retrouver pour une bon. thématique tout à fait qui sort de l'ordinaire avec toi. Tu vas toujours au fond des choses et on aime ça. Donc aujourd'hui, tu nous parles du concept de racisme épistémique, pas du racisme systémique. Quoique, il y a un lien. Oui, quand même. Alors, on je t'écoute. dirais que c'est comme un dangereux enfant du racisme systémique. La base, c'est là. Quand même. Oui, bien sûr. Tout commence par l'épistémie. Alors, on t'écoute. C'est le fruit du racisme systémique, justement. Oui. Donc, comme tu disais tantôt, ça m'intéresse aujourd'hui de attirer l'attention de l'auditoire sur cette forme de racisme dont on parle très peu et pourtant je dirais, c'est une forme très sournoise, une forme de racisme très sournoise, un peu subtile. Et pourtant, comme toutes les autres formes de racisme, c'est un racisme qui n'est pas anodin, qui n'est pas sans conséquence. Donc, comme tu dis, c'est le racisme épistémique. C'est un concept qui est notamment issu et qui est également mis en avant dans les travaux de plusieurs penseurs du Sud. Moi, j'aime beaucoup lire les penseurs du Sud. Notamment, je parle ici de, par exemple, Frantz Fanon et Boaventura. C'est surtout ces auteurs-là, en tout cas, à travers les travaux de ces auteurs-là, que ce concept est développé. Je dirais qu'il y a plusieurs portes d'entrée pour comprendre la notion de racisme épistémique. Par exemple, on peut partir, comme je disais tantôt, des travaux de Boaventura, notamment de la conception de la modernité chez ce penseur qui s'appelle Boaventura de Sousa Santos. On a vu que dans ces travaux, les travaux de Boaventura, il est expliqué que ce que nous appelons modernité aujourd'hui, elle est comme traversée par une espèce de ligne, une ligne abyssale qui donne naissance à deux sortes d'êtres humains de la planète. Il y a comme des êtres humains qui vivent en dessus de cette ligne et il y a d'autres qui vivent en dessous de cette ligne. Ceux qui vivent en dessus de cette ligne sont dans ce que, par exemple, Frantz Fanon appelle la zone de l'être. Et ceux qui vivent en dessous de cette ligne sont dans ce qu'il appelle la zone de non-être. C'est comme des gens qui ne sont pas considérés comme des êtres à part entière. Et ce sont, je dirais, les deux zones du système monde capitaliste, impérial, racial et colonial tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et la caractéristique qui est fondamentalement assignée à la zone de non-être, c'est l'infériorité raciale. Et cette infériorité raciale de la zone de non-être, en tout cas qui est assignée à la zone de non-être, ne se manifeste pas seulement par rapport au processus de domination et d'exploitation économique, politique et culturelle, c'est aussi une infériorité qui se manifeste, une domination qui se manifeste aussi par rapport au processus épistémologique, c'est-à-dire dans le processus de production et d'émission du savoir. D'où la notion de racisme épistémique. Qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est que le racisme épistémique, d'abord, je dirais, ça se traduit par une espèce de hiérarchie de domination coloniale où les connaissances qui sont produites par les sujets occidentaux, donc dans la zone de l'être, sont a priori considérées comme supérieures aux connaissances qui sont produites par les sujets non occidentaux. Et la connaissance produite par les sujets qui appartiennent à la zone de l'être, elle est comme supposée automatiquement et universellement valide pour tous les contextes et toutes les situations dans le monde. Évidemment, là, il y a un biais eurocentré, un biais occidentalocentré, qui constitue ce que Boaventura appelle une rationalité indolente. Il s'agit d'une rationalité qui se considère comme unique, exclusive et qui ne fournit pas un effort suffisant pour regarder la richesse inépuisable du monde. Alors que le monde possède une diversité épistémologique, une diversité de modalités de connaître. Il n'y a pas une seule façon de connaître. Autrement dit, c'est comme si, on dirait, la civilisation occidentale avait le monopole de la rationalité. Malheureusement, le monde occidental s'est longtemps cru, c'est ce qu'on observe, s'est longtemps cru propriétaire de la rationalité, ce qui fait que ce monde, le monde occidental, ne voit qu'erreur, très souvent ne voit qu'erreur et illusion dans les autres cultures. Et ça, c'est du racisme épistémique. Le savoir, il est discriminé parce qu'il est produit par des sujets non occidentaux, donc par des sujets de la zone de non-être. Autrement dit, le racisme épistémique consiste dans le fait que
les épistémologies non occidentales sont placées en position subalterne et sont tenues pour inférieures à celles qui sont élaborées par l'Occident. C'est un fait que, on le sait très bien historiquement, que les Noirs ont toujours été perçus comme des sujets dont la faculté cognitive serait inférieure à celle du blanc. Évidemment, l'année dernière, j'avais présenté une chronique sur l'œuvre majeure de Antenor Firmin, de l'égalité des races humaines, qui non seulement montre bien que les classifications de l'espèce humaine en race ne tiennent pas, mais aussi Antenor Firmin l'a bien montré que les hommes ont en général des aptitudes naturelles égales. Et à partir du darwinisme, Firmin a fait la démonstration de cette égalité entre les hommes. J'aimerais aussi faire un petit clin d'œil à l'œuvre de Mills, que j'aime beaucoup lire. Je suis peut-être à ma 3e lecture. Je parle de Le Contraracial. Mills qui postule d'entrée de jeu dans cette œuvre que nous vivons dans un monde qui est construit sur la base du contrat racial. Et selon Mills, ce contrat a comme pour objectif l'octroi préférentiel de privilèges aux Blancs en tant que groupe par rapport aux non-Blancs en tant que groupe. Ce qu'il faut retenir dans cette œuvre, c'est que la race est à la base de la société moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et bien évidemment, le système monde de la science n'est pas exempt de cette réalité. On peut essayer d'expliquer tout cela en d'autres mots. Le racisme épistémique, c'est le résultat du colonialisme scientifique qui, à son tour, est né de l'économie globalisée du savoir. Autrement dit, la science prend forme, bien évidemment, à travers un système-monde, et ce système-monde contient une métropole et une périphérie. Donc, ce système-monde, bien évidemment, il est narcissique parce qu'il amène la périphérie à une situation coloniale, une situation de dépendance que, par exemple, un sociologue béninois appelle extraversion vers le nord. L'extraversion, c'est le fait d'être orienté vers une autorité qui est externe à sa société d'origine. La métropole ici, c'est l'Occident et la périphérie, ce sont les pays du Sud. Et la métropole se revendique être le site principal, le site, je dirais, privilégié et reconnu de la théorisation. On aurait dit que c'est la métropole qui détermine le sens du savoir. La métropole ici, je le répète, c'est l'Occident, c'est le centre. Et l'intellectuel de la périphérie, l'intellectuel des pays du Sud, est comme assujetti à lire les travaux, les revues de premier plan qui sont publiées dans la métropole. Ils sont assujettis à connaître, à citer les plus importants théoriciens de la métropole. Ils sont assujettis, ils doivent apprendre en tout cas et appliquer les méthodes de recherche qui sont enseignées dans la métropole. Donc dans ce cas, la périphérie, les pays du Sud se trouvent dans une situation où leur réalité locale est conceptualisée en fonction des théories qui sont issues de la métropole. Et c'est ce qui fait que très souvent, les savoirs qui sont produits dans ces contextes-là ne sont pas pertinents. Je vous donne un indice de cette extraversion. Par exemple, ce sociologue béninois qui s'appelle Pauline Aotonji a expliqué l'activité scientifique dans les pays du Sud, dans nos pays comme Haïti par exemple, reste largement dépendant des appareils de laboratoire fabriqués dans la métropole. Et la pratique scientifique dans ces pays périphériques, dans le système monde de la science, reste largement tributaire, largement dépendant des bibliothèques, des archives, des maisons d'édition, des revues et autres périodiques scientifiques publiés dans le Nord. Donc il y a une grande dépendance dans les rapports, au point que généralement les chercheurs des pays qui sont dans la périphérie du système, de ce système se laissent guider dans leur travail scientifique par les attentes et les préoccupations du public occidental. Cette situation de dépendance, c'est le fruit de la domination épistémique qui caractérise même le système monde de la science. Donc, le racisme épistémique, ça renvoie à une situation d'inégalité épistémique aussi qui explique pourquoi telle catégorie de personnes ont accès à des positions d'autorité dans la sphère de production et de transmission de savoir, donc dans l'université, alors que d'autres catégories, en fonction de leur origine, sont systématiquement discriminées, ce qui représente une injustice cognitive. C'est une notion que j'aime bien utiliser, l'injustice cognitive, c'est
ça traduit un déséquilibre qui est né de cette domination d'une certaine vision du monde issue des pays du Nord sur d'autres formes de savoir. Et face à cela, il y a le concept de justice cognitive qui a été développé, qui, avec son corpus théorique, qui suggère comme plan d'action, c'est à la fois un corpus théorique, mais aussi un plan d'action qui, à mon avis, représente un remède contre le racisme épistémique. C'est une notion centrale, un pilier même du mouvement de la science ouverte. Ce mouvement, le mouvement de la science ouverte, je ne sais pas si c'est un peu nouveau pour vous, c'est un mouvement qui constitue, je dirais, une posture décoloniale qui promeut ce que Frantz Fanon appelle une pensée neuve dans laquelle tous les savoirs scientifiques et non scientifiques, les savoirs des paysans, les savoirs urbains, les savoirs pratiques, politiques et environnementaux, traditionnels, peuvent dialoguer dans un universalisme qui est inclusif, dans une écologie de savoir, je dirais. C'est une manière de pratiquer la science qui refuse le mépris pour les savoirs non scientifiques et qui cherche au contraire à les inclure et même à les développer. La science ouverte, c'est donc un moyen d'action vers plus de justice cognitive. C'est une science qui rejette la toque d'ivoire et la séparation entre les scientifiques et le reste de la population du pays. C'est une science qui vise la justice cognitive et le respect de tous les savoirs humains, qu'ils viennent des pays du Sud ou des pays du Nord. Cela dit, les valeurs de la science ouverte demeurent, je dirais, le chemin à prendre pour couper court au racisme épistémique dont je parle ce soir. Merci, Rensi, toujours profonde tes chroniques. Je suis très content de la référence au contrat racial. Moi aussi, je l'adore. J'ai lu la version anglaise et française. Et je pense que tout le monde... Et c'est un ouvrage philosophique, mais accessible à tout le monde. Quand même. Oui, je pense que tout le monde devrait lire cet ouvrage. C'est très bien vulgarisé. Bah oui. Globalement, c'est toute la pensée, comme tu le dis là, toute la pensée occidentale des 5 derniers siècles a un fondement racial. Ouais. Quand Descartes dit « je pense donc je suis », le « je », c'est l'Occident. C'est le blanc. C'est le blanc. C'est pas le noir ou le latino ou l'asiatique. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Et ce qui est intéressant avec lui, il déconstruit, il prend chaque philosophe, les principaux philosophes occidentaux, il les déconstruit, il montre en quoi la pensée raciale est à la base de leur pensée, non seulement de leur système de pensée, mais si on se dit que l'Occident aujourd'hui dans sa configuration vient de ce système de pensée, ouais. Ben, ça veut dire qu'on a du travail à faire. Tout le monde occidental aujourd'hui est basé sur le racisme. Oui, c'est ancré. Il faut le remettre en cause. C'est ancré. Et ils ne vont pas le remettre en cause. Parce que, comme le dit l'auteur du contrat racial Mills, paix à son âme, il est déjà décédé, tous les Blancs individuellement en profitent. Il l'a dit. Ouais. Et ça, c'est vrai. Quand on dit comme ça, les gens vont sauter en l'air. Mais moi, j'ai dit toujours, si on mettait... Je donne toujours l'exemple du cacao. Hein. J'ai dit, si on instaurait un commerce équitable du cacao, les Blancs ici allaient payer le chocolat plus cher. Or, le fait qu'ils achètent le chocolat moins cher, ça résulte de ce système d'inégalité là où on opprime les autres pour que vous, ici, vous ayez une meilleure qualité de vie. Évidemment. Donc, c'est sûr que quand on dit tous les Blancs profitent du racisme, c'est pas que tous les Blancs sont racistes, non. C'est que indirectement ils en profitent. Même ceux qui sont antiracistes, ils en profitent d'une manière ou d'une autre. Les privilèges de la blancheur, on en profite. Et c'est clair, hein. Ouais. Donc, je pense que c'est très intéressant que tu fais ça. Et non seulement ça, mais ce truc de racisme épistémique, ça procède aussi par la captation de nos savoirs. Je lisais un chercheur. J'allais le dire. Là, je présente juste un pan du racisme épistémique. C'est beaucoup plus large. Ce que tu es en train de dire, c'est intéressant. Il y avait un chercheur qui disait qu'il faisait des recherches sur le Gabon et les pays d'Afrique centrale. Et les fonds bibliographiques, les livres, les recherches, il dit il y a plus de données aux États-Unis sur les pays africains qu'en Afrique. Mais